il y a Lawari, il y a Laurent, et bah, c'est tout. Parce que, j'ai du son? Non, j'ai pas de son. Ah, le micro fonctionne? Ok, parfait, merci. Euh, on va peut-être renvoyer le jingle dont on ne se lasse pas. Il me semble le relancement du jingle une troisième fois s'avère nécessaire. Laurent, tu peux prendre le sac à dos là, juste vert en face de toi. S'il te plaît, merci. Bon, avant de commencer, est-ce que vous voulez encore une dernière fois le jingle? Mais alors là, vous y allez, hein? Allez!
Très bien, donc nous allons pouvoir commencer les travaux de ce jeudi après-midi. Donc je vais vous présenter le bureau de séance. Donc je vous présente, malgré que ce ne soit pas nécessaire, mais quand même, Lawari Boubaker, à ma gauche, Souad Saoudi, à ma droite, Laurent Jeudi, et bien sûr, Véronique Crévillo. Et notre président de séance, Pascal Pédrac. Eh bien, sans plus tarder, je vais donner la parole à Véronique pour la présentation de la résolution générale. Bonjour à toutes et à tous. Voici le traditionnel moment de la présentation du projet de résolution fédérale. Juste après la pause déjeuner, quel défi! Mais nous vous proposons de nous laisser embarquer dans sa redécouverte commune, puisque je suis sûre que vous l'avez tous lu, bien sûr. L'exercice incontournable dans notre congrès, qu'est celui de définir nos orientations pour les 4 années à venir et que de préciser les contours de notre action syndicale. Exercice incontournable que de débattre collectivement, choisir ensemble le cap pour faire équipage pour la meilleure traversée possible. Ici et maintenant, au Havre, c'est la 2e fédération du privé de la première confédération française qui trace son plan de navigation pour les 4 ans en tenant compte des réalités du monde du travail auxquelles les travailleuses et les travailleurs sont confrontés aujourd'hui et demain. En laissant place aux aléas, la résolution comme une boussole. Mes camarades, habités par l'expérience, nous savons qu'il nous faudra nous adapter. La réalité ne sera pas celle que nous anticipons. Sous le précédent mandat, la séquence Covid nous a fortement challengés. Nous ferons face à d'autres aléas ou à d'autres vents contraires. Mais une conviction prend le pas sur cette lucidité, c'est que collectivement, nous saurons nous adapter, et ce, autant que nécessaire. Nous aurions pu reprendre quasiment mot pour mot certains éléments de la présentation de la résolution de notre congrès de Lyon, il y a maintenant 4 ans. Et oui, les identités de nos métiers changent peu, bas salaire, précarité des contrats, conditions de travail difficiles et une clientèle toujours plus exigeante, ubérisation, restructuration et tant d'autres encore. Notre champ professionnel est vaste, en allant des associations, aux restaurants, au commerce, alimentaire ou non alimentaire, aux assistants maternels, au travail temporaire, au tourisme, à l'hôtellerie, aux professions judiciaires, à la prévention sécurité, à l'aide à domicile, aux professions immobilières, aux agents de sécurité, aux agents des CCI et des CMA, aux salariés des diocèses, aux salariés des particuliers employeurs. Que de diversité, que de problématiques complexes à prendre en charge, que de défis à relever. Et paradoxalement, que de problématiques communes aux nombreux travailleurs des services, temps partiel, travaux féminisés, rémunération au plancher et bien d'autres encore. Ne pas baisser les bras, ne pas se résigner, telle est notre mission de syndicalistes à la CFDT. Et c'est encore plus vrai dans les services. Défendre les salariés dans les entreprises, les travailleurs isolés et les associations, conquérir de nouveaux droits, tel est notre engagement de syndicalistes. Pour citer Abraham Lincoln, l'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. La promesse, c'est notre résolution. Et ce sont vous, les femmes et les hommes, les militantes et les militants de la CFDT des services, qui la traduisez dans l'action syndicale au service des travailleuses et des travailleurs. Vous le ferez car vous croyez au projet collectif que vous aurez défini.
Notre force est dans la délibération collective qui donne sa légitimité et sa puissance à notre résolution. C'est le vent qui soufflera dans vos voiles. Construire une résolution, c'est une traversée en tant que telle, la préparation de notre prochaine épopée. Heureusement, nous ne partons pas de rien. Notre nouvelle résolution n'est pas une remise à plat de la doctrine fédérale, construite au fur et à mesure de nos congrès. C'est une nouvelle page qui vient s'ajouter, proposée par le Bureau fédéral sortant et la CE sortante, fruit de notre expérience commune. En effet, notre résolution fédérale est héritière des précédentes résolutions et vient poursuivre le travail revendicatif au service des droits des salariés des secteurs des services. Elle ne décline pas les revendications interprofessionnelles, mais elle permet de traiter les spécificités des services. Nous ne sommes pas qu'une somme de branches et de secteurs. Nous avons une identité commune, celle des services au sens large du terme. Le projet de notre résolution est un texte qui a fait déjà l'objet d'un long travail de longue haleine. Ces réflexions ont commencé lors de notre CNF d'Angers en 2022. Elles ont été nourries de nos échanges lors des réunions de collectifs, lors des CORES ou lors des rencontres de section. Les permanents fédéraux ont contribué à ce processus réflexif. Ils ont en tête beaucoup des réalités de nos secteurs. À partir de l'analyse des situations réelles, nous avons tracé les orientations stratégiques et structuré un plan. Ce travail de transposition, nous l'avons réalisé avec les permanents fédéraux au cours de l'été dernier, puis avec le Bureau fédéral à l'automne. La résolution poursuit donc son voyage au long cours. Nous voulions une résolution ancrée dans le réel, qui s'appuie sur le vécu des salariés et des syndicats. Je crois pouvoir dire que ce pari est tenu. Aussi, notre résolution fédérale est en lien avec la résolution confédérale adoptée au Congrès de Lyon en juin 2022 et qui met en lumière des enjeux internes forts, que ce soit en termes de développement ou de structuration interne. Notre nouvelle résolution fédérale vient apporter sa pierre à l'édifice du projet de toute la CFDT. Également, notre résolution fédérale s'articule avec les résolutions des URI qui permettent de prendre en compte la dimension territoriale. Notre résolution fédérale doit aussi servir de repère à chacun de vos syndicats pour tracer leur propre carte à l'aune de leur territoire. Vous pourrez vous en inspirer pour définir vos propres priorités. Mais surtout, ce sont nos syndicats qui ont nourri l'avant-projet de résolution fédérale, grâce à un formidable travail d'amendement. Ce beau travail collectif est le vôtre, soyez-en fiers. Le 16 juin, demain, ce sont tous les syndicats qui composent la Fédération des services qui seront invités à voter pour ce projet de résolution. Mais avant, nous aurons à débattre sur 3 sujets pour trancher notre positionnement. Avant de vous présenter en détail cette 16e résolution de la Fédération des services, je veux vous dire en quoi elle est différente des précédentes. Vous me direz, c'est normal, nous n'écrivons pas à chaque fois la même chose, encore que dans nos secteurs, on pourrait sans doute le faire sur beaucoup de sujets. Elle est différente parce que son format et sa structuration sont innovants. Son plan n'est pas académique. Parce que nous avons choisi de structurer en partant de la réalité de notre activité syndicale. Notre quotidien, où que nous agissions, que ce soit dans les entreprises, auprès des syndicats, dans les branches, auprès des ministères, est finalement fait de 3 missions complémentaires. Conserver, faire respecter, valoriser nos acquis, conquérir de nouveaux droits et adopter de nouvelles pratiques, et enfin, laissons-nous rêver, nous accorder sur la dimension idéaliste de notre action syndicale. Conserver, faire respecter et valoriser nos acquis, c'est essentiel, car les droits acquis, qui même s'ils existent peinent à s'appliquer, sont même remis en question. C'est une mobilisation au quotidien pour les faire vivre et n'oublions pas de valoriser ce que nous obtenons et faisons. Nous avons clairement une marge de progression. C'est une remontée fréquente.
Lorsque nous construisons nos plateformes revendicatives, nous entendons souvent « il faudrait déjà que le droit existant soit appliqué ». Mais faire du syndicalisme, ce n'est pas revendiquer des droits déjà acquis. Conquérir de nouveaux droits et adopter de nouvelles pratiques, c'est indispensable pour anticiper les évolutions du monde du travail. C'est stratégique pour répondre aux besoins des travailleuses et des travailleurs. C'est vital pour continuer à être un syndicalisme utile de transformation sociale. Et enfin, surtout, laissons-nous rêver. Ne pas se contenter de petits pas, mais porter une grande ambition pour que le secteur des services soit un secteur d'avenir, que l'on nous enviera, où les travailleuses et les travailleurs seront justement rémunérés, considérés et pas abîmés par leur travail. Cette part de rêve doit animer notre action au quotidien comme quête de l'idéal qui nous porte. C'est un levier fort pour inciter de nouveaux adhérents à nous rejoindre. Nous le constatons actuellement, plus nos revendications et notre projet de société sont visibles, plus nous développons. Se laisser rêver, ce n'est pas s'inscrire au banc des doux rêveurs, mais construire à notre façon une cathédrale pour que nous verrons peut-être jamais le résultat. Cette utopie mobilisatrice, au cœur de notre ADN CFDT, nous permet de rester cohérents et visionnaires. Se dire que d'autres contrées sociales restent à explorer et s'accorder sur ce projet commun. Ne rien lâcher des missions centrales de notre activité, accompagner, développer, former. Mais s'ouvrir à de nouveaux projets sur lesquels nous ne sommes pas habitués à construire ensemble, en rassemblant tous les repères déjà présents dans les résolutions précédentes avec nos nouvelles idées fécondes. Le deuxième trait d'innovation qui marque la différence de notre 16e résolution, c'est que chacune de nos 3 grandes parties reprend le même mouvement en vous proposant de mettre à chaque fois 3 paires de lunettes. Dans une société en mutation, en tenant compte des spécificités de nos secteurs, pour un monde du travail plus juste. Si l'on s'interroge sur la signification du nombre 3 en psychologie, cela représente l'équilibre, l'expression de soi et l'esprit libre penseur. Bref, un peu ce qu'est la CFDT. Je vais arrêter là la digression et en revenir à notre résolution. En résumé, une résolution avec 3 grandes parties, elle-même structurée en 3 sous-parties identiques à chaque fois. C'est là toute la singularité de notre résolution et qui en fait une résolution en phase avec la réalité de notre action syndicale. Autre singularité, notre résolution mélange ce qui concerne notre organisation et les revendications que nous portons pour les travailleuses et les travailleurs. Pour faciliter la lecture, les aspects concernant notre organisation ont été mis en orange. C'est un choix assumé, car notre organisation et nos revendications ont un même sens commun. Elles contribuent à aller dans la même direction. C'est un choix assumé, en lien avec la première partie de la résolution confédérale, adoptée au Congrès de Lyon en juin dernier, où nos enjeux internes sont en première partie. Nous avons voulu tirer ce fil où le renforcement et la transformation de la CFDT sont stratégiques. Dernière singularité, notre présentation de la résolution écrite s'accompagne de vidéos qui vont émailler ma présentation d'aujourd'hui et qui, surtout, seront un support à votre disposition tout au long du mandat pour partager les ambitions de la Fédération des services, que ce soit en formation ou en réunion d'adhérents, de sympathisants. Le logo de notre congrès est un phare pour nous guider, même quand l'horizon s'obscurcit, un phare dont la lumière transperce n'importe quelle tempête ou brouillard, un phare qui donne le cap d'une destination vers laquelle nous diriger. À vous de jouer, notre carte commune vous appartient, je vous laisse commencer la découverte. Le sens de notre action est posé, nous avons donc un cap commun.
Je vous propose maintenant de regarder plus en détail ce que contient notre résolution. La première partie de notre résolution nous invite à nous mobiliser pour faire respecter les droits acquis, même s'ils existent, peinent à s'appliquer, voire sont remis en cause. Le dialogue social doit se renforcer sur de nombreux sujets, comme la protection sociale, la transition écologique dans les entreprises, la transformation des emplois, la protection des salariés. Nous ne cesserons jamais de revendiquer. Sanctuariser la protection des données, c'est une réalité. Les entreprises ont un accès à un très grand nombre de données personnelles des salariés. Rien de nouveau, vous me direz, mais notre action syndicale s'est peu mobilisée sur ce fait. La Fédération des services sensibilisera les collectifs et les syndicats à cette question pour construire la stratégie syndicale. Anticiper l'évolution des métiers vers de nouveaux emplois. La Fédération des services réaffirme la nécessité que les employeurs s'engagent dans une réelle gestion prévisionnelle des parcours professionnels afin d'accompagner les travailleurs et les travailleuses lors de l'introduction de l'intelligence artificielle et des outils numériques. Le 1.1.3 est consacré à la prévention des risques professionnels, qu'ils soient biologiques, environnementaux ou géopolitiques. Nous avons encore beaucoup à faire. Et puis, disons-le nous, le risque biologique n'est pas seulement un sujet du secteur de la chimie-énergie. Rappelons que beaucoup de salariés de nos secteurs ont été essentiels pendant la crise Covid, donc exposés sans protection. Préserver la planète grâce à un monde plus vertueux, c'est réduire les horaires fractionnés pour diminuer le nombre de trajets domicile-travail. Il nous faut négocier dans les branches et les entreprises. Penser le travail dans la vie et pas la vie pour le travail. Allez, je peux souffler comme ça. Chaussons ensemble les lunettes en tenant compte des spécificités de nos secteurs. Anticiper davantage les destructions d'emplois, car le secteur des services est aussi concerné par les destructions d'emplois, comme l'a été l'industrie auparavant. Nous sommes un secteur pourvoyeur d'emplois non délocalisable. Nous accompagnerons les salariés pour que nos emplois restent sur le territoire national ou puissent évoluer sereinement vers de nouveaux emplois ou filières plus prometteurs. Le secteur de la promotion immobilière, qui évolue particulièrement vite sur les aspects de la digitalisation et de ses pratiques, en est le parfait exemple. C'est une marche importante qui reste à gravir pour les salariés. La sauvegarde de notre système de protection sociale est un enjeu majeur. Il est attaqué de toutes parts, alors que la crise Covid avait montré toute son utilité, comme par exemple dans la restauration. Si l'on regarde ensemble sous l'angle d'un monde du travail plus juste, la Fédération des services formera et accompagnera sur les enjeux de protection sociale et défendra un paritarisme de gestion. Il faudra préserver des accords de prévoyance qui permettent un haut niveau de protection des salariés, de leurs emplois et de leur pouvoir d'achat. Mettre en pratique les mesures déjà existantes en matière de responsabilité sociale dans les entreprises, les militants CFDT ont fort à faire. Les mesures ne doivent plus être cosmétiques ou des effets d'affichage. Au niveau international, nous serons attentifs à la bonne application des accords, c'est notre devoir de vigilance. Plein vent dans les voiles, sortons la grand voile, la marche est haute. Les textes existent, mais la fin du monde dans nos secteurs est bien souvent trop en concurrence avec les fins de mois difficiles. Démocratie, vivre ensemble, lutte contre les discriminations, nous ne lâcherons rien. La table ronde de mercredi après-midi en était un bel exemple. Le temps des constats désarmants doit laisser la place à l'urgence d'agir. Que de cap à tenir ensemble. C'est essentiel de défendre ses droits et de faire en sorte qu'on puisse être reconnu dans son travail. C'est une question de dignité. Avoir un salaire décent, être respecté
Avoir des conditions de travail acceptables, c'est l'essentiel. Il ne faut pas juste appliquer les lois, il faut donner du sens aussi à ce pourquoi elles ont été écrites. C'est important parce que les acquis, c'est la base de la société. C'est ce sur quoi on s'est mis d'accord. Et si on respecte la loi, c'est parce qu'elle protège les gens. Elle protège tout le monde. Si on ne se bat pas pour nos acquis, on a un monde qui recule et du coup, on ne sera plus en adéquation avec le pacte social qu'on s'est donné au départ. C'est peut-être un peu la spécificité de la fonction, c'est qu'il faut être toujours en éveil par rapport à l'actualité, en éveil par rapport au dialogue social, etc. Et donc, toujours essayer d'avoir un temps d'avance quand on le peut, ce qui n'est pas toujours facile, mais voilà, ne jamais se reposer sur ses lauriers en tout cas. On a vu, notamment dans les 4 années qu'on vient de traverser, une remise en question de beaucoup d'acquis sociaux et il faut veiller à les défendre pour les conserver. Valoriser, défendre les acquis, c'est aussi, pour moi, faire tout pour donner un sens au syndicalisme. C'est important de valoriser les acquis parce qu'en fait, rien n'est jamais acquis, tout simplement. Et c'est vrai que si on ne les défend pas, eh bien, la preuve, on est en plein dedans là, avec les acquis. Les retraites, il y avait un acquis, il n'y a plus. Quand les acquis sont des bons acquis, il faut les valoriser et les garder. Après, il y a des acquis qui ne sont pas des bons acquis. Et là, il faut les dénoncer, il faut négocier mieux. On peut créer plein de choses intéressantes, on peut offrir plein de choses, mais si les premiers concernés n'ont pas l'information et ne peuvent pas y accéder, ça ne sert à rien de signer des accords si les gens ne peuvent pas en bénéficier ni en profiter. Nous arrivons maintenant à la partie 2 qui s'intitule « Conquérir de nouveaux droits et adopter de nouvelles pratiques ». C'est la partie la plus conséquente de notre résolution. Ce n'est pas surprenant, tant nous avons besoin de faire évoluer nos secteurs. Conquérir de nouveaux droits, c'est partir tels des pirates à l'assaut de nouvelles terres en friche et parfois hostiles. Dans une société en mutation, l'accompagnement vers les nouveaux emplois, en tenant compte des contraintes, enjeux sociétaux, environnementaux et conjoncturels, est une priorité de notre action syndicale. Organisation du travail, équilibre vie professionnelle, vie familiale, télétravail, flex-office, travail des étudiants, beaucoup de sujets nous attendent. La dégradation des conditions de travail ces 10 dernières années est un douloureux constat. Nous devons nous battre pour une vraie qualité de vie au travail et rendre incontournables des mesures en faveur d'une meilleure organisation du travail. Permettre un équilibre vie professionnelle, vie familiale, dans le contexte des difficultés de recrutement que même notre secteur connaît, régler les problèmes de conditions de travail et de rémunération ne peut plus être facultatif. Obliger les patrons à avancer sur des conditions de travail sera la conquête de ce mandat. Sur l'organisation du travail, c'est un débat intéressant sur la semaine des 4 jours que nous allons avoir ensemble. Nous devrons faire connaître nos petites et nos grandes conquêtes. Cela veut dire réinterroger notre manière de communiquer vers une communication d'influence. La communication, c'est stratégique pour peser et influencer. La fédération formera les militants pour professionnaliser nos pratiques. Communiquer, c'est une activité syndicale en tant que telle pour valoriser nos réussites et rendre la CFDT service visible. Nous souhaitons que nous développions notre influence de telle façon à être incontournables dans le paysage institutionnel français. Nous représentons 8 millions de travailleurs essentiels à la marche du pays. Plus aucun texte de loi ne doit être présenté sans avoir reçu l'avis de la puissante Fédération des services CFDT. Sur la formation syndicale, la conquête ne dépend que de nous. Et le défi est là. Adapter l'offre de formation aux besoins des militants. Cela veut dire différencier les supports en formation des besoins de chacun et chacune. Cela veut dire proposer une proximité géographique et numérique.
Cela veut dire s'appuyer sur la force du réseau CFDT, faire converger les besoins des militants et l'offre de formation avec la politique fédérale, c'est indispensable pour évoluer avec son temps. Si je prends un exemple, CSE et prise en charge des questions environnementales, c'est maintenant qu'il faut s'outiller pour agir. La fédération sera au rendez-vous de ce défi collectif et s'inscrira dans le réseau CFDT. Permettre l'appropriation des questions liées à l'utilisation des technologies numériques par les militants et les travailleurs, c'est un vrai sujet de dialogue social dans les entreprises. La France rattrape son retard sur la digitalisation de ses services et sur la robotisation. Cela va vite. Il ne faut pas laisser les travailleurs et travailleuses affronter seuls la mer. Réguler les nouvelles formes de travail, c'est indispensable, car l'ubérisation percute nos conventions collectives et nos métiers. Les travailleurs indépendants doivent être respectés et les droits collectifs doivent demeurer. Autre enjeu du dialogue social, c'est celui de la restructuration des branches. La Fédération des services défend une restructuration des branches en cohérence avec les évolutions des secteurs. Elle refuse le nivellement par le bas pour les salariés. Les branches doivent être robustes et le dialogue social doit fonctionner. Revendiquer plus de dialogue social et plus de moyens dans les négociations des CSE, c'est indispensable pour remettre la proximité supprimée par les ordonnances Macron. Nous ne lâcherons rien. Nous en arrivons à une belle question en lien avec le dialogue social grâce à l'amendement proposé par le syndicat des services Ariège, Gascogne, Midi Toulousain. Revendiquer la mise en place d'instances représentatives chez les franchiseurs par la reconnaissance d'UES pour l'ensemble des sociétés franchisées afin d'obtenir de nouveaux droits pour les salariés. Nous aurons l'occasion d'en débattre tout à l'heure, donc je ne vais pas aller plus loin. Conquérir de nouveaux droits en tenant compte de la spécificité de nos secteurs, c'est adopter de nouvelles pratiques et donc transformer notre interne. Être un travailleur isolé, que ce soit de manière géographique, soit de manière contractuelle, comme les assistantes maternelles ou les salariés des très petites entreprises, c'est bien la spécificité de nos secteurs et le défi syndical qui s'impose à nous. Il nous faut réussir à créer des espaces collectifs pour mettre en lien ces travailleurs isolés et rompre leur isolement, leur permettre de parler métier. Il nous faut aussi adapter nos outils internes à cette contrainte d'éparpillement. La fédération sera aux côtés des syndicats qui l'expérimenteront. Sur le chantier interne de l'évolution des syndicats, la fédération s'inscrit pleinement dans la dynamique confédérée. Le renforcement des syndicats est indispensable pour permettre une meilleure défense des travailleurs. Nous avons l'obligation collective, à tous les niveaux de la CFDT, de réussir notre mutation interne. C'est un peu une question de vie ou de mort. Structurer des parcours militants dans nos secteurs est une nécessité. En effet, les militants sont souvent arrivés par hasard au service, car c'est un secteur pourvoyeur d'emploi, même quand tu es peu qualifié, que tu es en reconversion ou que tu cherches un premier emploi. Lors de leur parcours militant, nous devons les accompagner dans la valorisation de leurs expériences riches et variées. La résolution confédérale nous invite à nous ouvrir à de nouvelles formes de militantisme. Pour nos secteurs de service, c'est indispensable pour prendre en compte la réalité de nos organisations de travail. Les collectifs de projets seront impulsés par la CFDT Services pour permettre l'engagement de chacun et de chacune sur une durée limitée et pour un objectif défini. Nouvelles formes du pacte du pouvoir de vivre, compétitions sportives, etc. C'est à nous tous d'innover et de proposer des formes d'engagement moins classiques. Aider les aidants à aider, c'est permettre aux aidants de ne pas ajouter une difficulté supplémentaire à la précarité
et à la pénibilité du travail. La CFDT Services défend la négociation d'accords d'entreprise et de branche garantissant un véritable statut protecteur aux salariés aidants. Maintien dans l'emploi, rémunération, santé, formation, tout est à faire. Mieux représenter les salariés du particulier employeur et de l'emploi à domicile est une priorité d'action pour notre Fédération des services. Nous allons engager une réflexion sur l'évolution du mode de scrutin dans les très petites entreprises. Et nous échangerons avec la Confédération, qui, elle seule, peut porter ces évolutions auprès des services de l'État. Le statu quo n'est pas acceptable pour les salariés qui ne se sentent pas représentés et donc ne votent pas. Travailler pour vivre et pourvoir vivre de son travail, ne pas perdre sa vie à la gagner. Quand nous avons écrit ce projet de résolution, la question de l'inflation n'était pas aussi centrale qu'aujourd'hui. Nous avons peut-être été visionnaires. Dans nos secteurs, vivre dignement de son travail, c'est être rémunéré suffisamment. Le juste partage des richesses est un objectif essentiel pour la CFDT Services. L'accès au logement est pour les travailleuses et travailleurs de nos secteurs un défi quand on est saisonnier, apprenti ou simplement quand on ne gagne pas assez ou trop peu. Même si le logement est un sujet interprofessionnel, la Fédération des services agira pour faciliter l'accès au logement des salariés de son champ. La barque est bien pleine. On peut se dire « Waouh, que de conquêtes !» Nous allons naviguer ensemble et réussir ensemble. Pour moi, les grands enjeux de demain pour la Fédération des services, c'est d'arriver à faire du secteur des services un secteur d'avenir, un secteur dans lequel on croit, qui amène de la sécurité, qui permette des parcours et qui permette à tout le monde de se sentir aussi bien au travail que dans sa vie privée. Le premier sujet, ça va être la rémunération. C'est un peu le nerf de la guerre. Aujourd'hui, un certain nombre de salariés ne décollent pas de toute leur carrière du SMIC. Ça, c'est plus entendable. Le SMIC, c'est pas censé être le salaire de toute une carrière. Donc des métiers attractifs, c'est des métiers bien rémunérés, c'est des métiers vers lesquels tout un chacun pourrait avoir envie de se projeter. Moi, par exemple, j'ai plusieurs dossiers. J'ai la protection sociale, les cadres, les saisonniers, et l'égalité pro, les violences, harcèlement. Donc, tout ce qu'on pourrait aller chercher comme nouveaux droits, en fonction des dossiers qu'on représente, il y en a des tonnes. Dans les grands sujets, il va y avoir évidemment les conditions de travail. C'est permettre de gagner sa vie et pas de la perdre, c'est-à-dire d'avoir des conditions de travail qui nous permettent de vivre longtemps, qui ne soient pas un sujet quand on va travailler et qui nous permettent de rester en bonne santé le plus longtemps possible pour vivre son métier du mieux possible. Autour de ce sujet de travail, on sait qu'il ne faut pas juste considérer le temps de travail en entreprise, mais aussi tout l'environnement. Et le travail n'étant plus uniquement un moyen de gagner de l'argent, mais aussi doit être source d'épanouissement. Il y a les salariés qui nous le disent de manière très claire. On a un certain nombre de portes d'entrée. On sait aujourd'hui qu'on va essayer d'aller sur le sujet de la semaine des 4 jours, notamment, pour permettre un meilleur équilibre entre la vie perso et la vie pro. On va essayer aussi d'améliorer les équipements. On sait qu'il y a des nouvelles technologies qui nous permettent d'espérer, en tout cas, que la technologie soit au service des salariés et pas l'inverse. Et on va essayer aussi de sauvegarder les emplois en anticipant au maximum les transformations du monde du travail. Les grands enjeux de demain, c'est de réussir à avancer au même rythme que les transitions qui sont très fortes. Je pense notamment dans le e-commerce qui chamboule un peu les règles et les pratiques et qui ont tendance à remplacer l'humain ou un certain nombre de tâches de l'humain. Et ça pose question sur la qualité des services rendus par ces métiers. Il faut qu'on opère une révolution au sens astronomique du terme. On sait qu'on a une société qui est de plus en plus individualiste. Et là aussi, on a quelque chose à opérer pour ramener les salariés vers le collectif, leur montrer que c'est ce qui permet d'avancer au quotidien dans leurs entreprises, mais même plus largement dans leur vie civile. Civile, j'aime pas trop, mais
dans leur vie quotidienne. Je pense que ce qui fera qu'on pourra arriver à accompagner les salariés dans cette nouvelle organisation du travail, cette évolution aussi des métiers, c'est que si nous sommes convaincus tous à la Fédé des services et qu'on tire dans le même sens. Et maintenant, rêvons. Notre rêve est assez simple. Faire du secteur des services un secteur d'avenir, un secteur attractif, un secteur désirable, un secteur que tout le monde nous enviera. Rêvons de métiers bien rémunérés, des métiers qui n'usent pas la santé. Oui, le secteur des services est un secteur d'avenir, avec des emplois non délocalisables et essentiels au fonctionnement de notre pays. Oui, notre secteur doit gagner les conditions de travail et la reconnaissance qu'il mérite. Dans une société en mutation, nous, syndicalistes, nous proposerons des formes d'innovation d'action syndicale, car nous avons aussi notre part de rêve à apporter. Le syndicalisme doit être plus ouvert, plus accessible, plus diversifié, et il ne doit plus entacher la carrière. Rêvons que l'accès au logement, au transport, à la garde d'enfants, aux soins, aux loisirs soit une réalité pour les salariés de nos secteurs. Aujourd'hui, trop de salariés de nos secteurs galèrent au quotidien et s'épuisent. Nous agirons dans les réalités virtuelles, même si cette résolution a été écrite sans l'assistance de l'intelligence artificielle, je tiens à le préciser. La Fédération réfléchira à la mise en place d'une cellule d'innovation numérique. La CFDT Services expérimentera de nouvelles formes de débat au sein des collectifs. C'est indispensable, réapprendre à débattre et à confronter nos idées, même sur les sujets sensibles. J'ai envie de dire surtout sur les sujets sensibles. Nous ne pouvons plus traiter les sujets qui fâchent par l'évitement ou la censure. C'est ça l'ADN de la CFDT. Nous allons nous réapproprier des techniques d'animation de débat et pourquoi pas proposer des arbres à palabres ou toute autre forme innovante. Pour développer le syndicalisme, nous devons adopter de nouvelles pratiques et de nouvelles revendications. Dans l'esprit du pacte de vivre, de nouveaux partenariats associatifs seront envisagés, notamment sur le plan international, afin de développer des actions citoyennes qui feront écho à l'activité de nos champs. Faire du secteur des services un secteur fort et attractif, c'est permettre des temps pleins pour tous les salariés qui le souhaitent. L'amendement intégré du syndicat Hôtellerie Tourisme Restauration d'Île-de-France nous permet de revendiquer un décompte du temps en proportion des jours de la semaine. C'est permettre aux seniors de rester dans nos secteurs en intégrant leurs contraintes physiques, en adaptant leur temps de travail. C'est offrir aux salariés des espaces d'expression pour qu'ils s'expriment sur leur travail. Nous l'expérimenterons partout où ce sera possible. C'est permettre le dialogue social pour les salariés des franchises. La Fédération assurera des animations nationales pour les réseaux de franchise, nouveaux ou déjà existants. Cela ne se substituera pas aux prérogatives des syndicats. C'est aussi mettre en place une labellisation des entreprises de nos secteurs qui garantissent des conditions de travail décentes et équitables pour les travailleuses et les travailleurs. Pour un monde du travail plus juste, la CFDT Services exigera la généralisation de la couverture prévoyance à l'ensemble des salariés issus des branches professionnelles sans condition d'ancienneté. Le maintien du pouvoir d'achat en cas d'accident de la vie est indispensable. La CFDT Services revendiquera que le maintien des droits soit une contribution de l'employeur. Sur la mise en place des chèques emploi-service universels financés par les entreprises, nous aurons un débat. Agir concrètement sur les inégalités, c'est aider les femmes qui sont majoritaires dans nos secteurs pour les congés menstruels, le congé maternité sans perte de rémunération, etc.
Il y a tant à faire et à obtenir. Et puis, dernier trésor à conquérir, et sans doute le plus sérieux, qu'est celui du vivre ensemble. Nous ne devons rien lâcher. C'est une question d'avenir. La fédération accompagnera et équipera les représentants dans les entreprises afin qu'ils portent politiquement nos valeurs et nos positions en faveur du vivre ensemble. Si j'avais un rêve à formuler, ou pour la fédération, c'est le rêve qui consiste à dire que la fédération continue à se développer dans les entreprises. Ça, c'est le principe, grand principe. Que la fédération réussisse son congrès et puis que la prochaine mandature soit une réussite pour la nouvelle équipe, avec le moins de tempêtes possible, pour que la fédération puisse se concentrer sur ses objectifs principaux qu'elle s'est fixés en début de mandature. Si j'avais un rêve, ce serait peut-être que les salariés qui travaillent dans les toutes petites gagnent la même chose que ceux qui sont dans les grandes, donc le 13e mois, entre autres, les avantages des CSE. Le travail demain dans le champ de la fédération, ça va être celui de donner de l'espoir, de donner une étoile à suivre, d'allumer une étoile à suivre dans l'horizon, parce que le monde évolue très vite, les enjeux évoluent très vite, et qu'il ne faut pas qu'on se déconnecte. Pour nous, demain, le travail, c'est l'endroit où l'intelligence humaine, elle sera vraiment utile, où on pourra apporter l'intelligence collective, où on pourra amener son savoir-faire et ajuster les outils qu'on a et qui seront de plus en plus nombreux aux besoins. Comment on pense le travail demain? On essaie de le penser déjà de manière très optimiste et enthousiaste. Syndicaliste, ça rime avec utopiste aussi. Et les secteurs des services, pour moi, ce sont des secteurs d'avenir. On ne va pas juste aller au travail pour survivre. Il faut aussi que derrière, on puisse avoir des rêves et aller plus loin, pouvoir avoir un reste à vivre qui permette de vivre à sa façon. Si on n'est pas utopiste, si on est trop terre à terre, on ne peut pas avoir assez d'imagination pour aller plus loin que ce qu'on peut voir au bout de son nez en fait. La CFDT a toujours travaillé avec les chercheurs en se disant, nous on a une vision du travail telle qu'on la voit dans l'entreprise, mais il peut y avoir des chercheurs qui ont une vision peut-être plus académique, plus théorique, et qui peut aussi, que ce soit des sociologues, des juristes, des scientifiques, qui peuvent nous aider aussi peut-être à confronter les visions et être peut-être plus juste dans ce qu'on va proposer. Aujourd'hui, quand on est syndicaliste, on ne peut pas renoncer. On ne peut pas s'asseoir et regarder le train passer. Il faut plutôt qu'on soit en train d'écrire la carte et d'explorer des endroits qui nous semblent impossibles pour qu'on le rende possible. Ce qui est important, c'est d'avoir fait de son mieux dans son rôle de syndicaliste. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout réussir. Par contre, ce qui est important, à la fin de la journée, j'ai peut-être pas obtenu tout ce que je voulais faire, il y a peut-être eu certains échecs, mais j'ai fait mon possible, j'ai fait de mon mieux, quoi. Et moi, je serais tenté de dire que si tout le monde à la CFDT raisonnait comme ça, et irait un peu dans le même sens, peut-être qu'on obtiendrait plus de choses, quoi. Alors pour conclure, vous allez vous dire, enfin, moi aussi, il faut que la CFDT des services ait pour les salariés de nos secteurs l'ambition que personne d'autre n'a. Nous portons collectivement un projet ambitieux pour les travailleuses et les travailleurs de nos secteurs auxquels personne ne pense. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur la CFDT des services pour porter plus haut leurs aspirations et leurs attentes, pour les rendre visibles et leur donner leur juste place dans l'économie et la société. À l'issue des 3 débats, je vous appelle à voter massivement pour ce projet de résolution ambitieux et efficace pour qu'il devienne notre feuille de route commune pour les 4 années à venir et qui nous inspire pour l'avenir.
Merci à Véronique pour ses éclairages sur la résolution générale. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie et donc le débat et vote sur les amendements, comme ça a été précisé à l'instant. Donc j'appelle le rapporteur de la commission des résolutions du Congrès à la tribune. Bravo. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter le rapport de la commission des résolutions du Congrès. La commission des résolutions du Congrès s'est réunie ce matin à 11 h. Ont participé à cette réunion les membres élus par les syndicats lors du Congrès et les membres élus par le Bureau fédéral au mois de mars. Sur le point, sur les amendements déposés, 17 syndicats ont déposé des amendements. 35 amendements concernant la partie 1, conserver, faire respecter et valoriser nos acquis. 62 amendements concernant la partie 2, conquérir de nouveaux droits et adopter de nouvelles pratiques. 19 amendements concernant la partie 3, laissons-nous rêver. Nombre d'amendements de fond, 78. 31 sur la partie 1, 36 sur la partie 2, et 11 sur la partie 3. Nombre d'amendements de forme, 30. 3 sur la partie 1, 24 sur la partie 2 et 3 sur la partie 3. Nombre d'amendements non validés, 7. Sur le traitement des amendements réalisés par la commission des résolutions du Bureau fédéral, nombre d'amendements intégrés, 37. 9 sur la partie 1, 22 sur la partie 2 et 6 sur la partie 3. Nombre d'amendements partiellement intégrés, 3. 2 sur la partie 1 et 1 sur la partie 2. Nombre d'amendements rejetés, 60. 20 sur la partie 1, 32 sur la partie 2 et 8 sur la partie 3. Nombre d'amendements avec une proposition de réécriture, 14. 4 sur la partie 1, 6 sur la partie 2 et 4 sur la partie 3. L'ensemble des syndicats ont accepté la proposition de réécriture. Nombre d'amendements déplacés, 3. 1 sur la partie 1 et 2 sur la partie 2. Nombre d'amendements mis en débat, 3. 2 sur la partie 2 et 1 sur la partie 3. Sur les amendements mis en débat, amendement numéro 1, proposé par le syndicat Hôtellerie, Tourisme, Restauration d'Île-de-France sur l'article 2.1.1.2 sur le thème de la semaine à 4 jours. Amendement numéro 2, proposé par le syndicat des services AGMT, Ariège-Gascogne, Midi-Toulousain sur l'article 2.1.10 sur le thème lié à la mise en place d'instances représentatives chez les franchiseurs. Amendement numéro 3, proposé par le syndicat des services du Morbihan sur l'article 3.3.2.2 sur le thème lié à l'utilisation des chèques emploi-service universels CESU. Ces 3 amendements ont été validés par la commission des débats, par la commission, pardon. Les débats et votes peuvent donc se dérouler. Bon débat et merci de votre écoute. Merci Mehdi. Avant de passer aux amendements, je voulais vous signaler l'arrivée de Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la Confédération. Donc, nous allons passer à un moment important, donc le débat sur les amendements. Donc, je vous rappelle le déroulé. Le syndicat qui a déposé l'amendement monte à la tribune et défend son amendement. Puis le syndicat qui contre l'amendement est invité à monter à la tribune. Et enfin, le rapporteur monte à la tribune pour exprimer la position du Bureau fédéral.
Il est extrêmement important que chacun respecte la durée d'intervention de 8 minutes afin que chacun ait le même temps pour exposer ses arguments. Donc, je vous propose l'amendement numéro 1, proposé par le syndicat Hôtellerie, Tourisme, Restauration d'Île-de-France sur l'article 2.1.1.2 sur la semaine de 4 jours. Je vais vous faire la lecture de l'article. Donc, l'article de départ, la CFDT Service voit la semaine de 4 jours comme une solution qui doit passer le stade de l'expérimentation et être portée par les équipes CFDT pour que sa mise en place soit rendue possible là où le modèle de l'entreprise le permet. Cela sera également rendu possible au sein des branches. Et la proposition du syndicat de l'hôtellerie, tourisme, restauration d'Île-de-France, la proposition de modification, la CFDT Service ne voit pas la semaine de 4 jours comme une solution, sauf si cette réorganisation est bien mise en œuvre. Dans ce sens, la semaine de 4 jours doit passer par le stade de l'expérimentation afin de régler les problématiques comme la charge de travail portée par les salariés pour permettre sa mise en place par les équipes CFDT là où le modèle de l'entreprise le permet. Je vais donc appeler le syndicat à défendre l'amendement, le syndicat de l'hôtellerie, tourisme, restauration d'Île-de-France. Merci. Merci beaucoup, chère audience. Aujourd'hui, je passe en premier. Or, vous le savez, on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, ne vous faites pas duper par ce sujet de la semaine de 4 jours qui semble aller vers une avancée sociale. Vous entendrez, la semaine de 4 jours, c'est fantastique. Enfin, nous pouvons nous consacrer à nos passions, à nos pratiques artistiques, avoir plus de temps pour voyager et vivre des expériences uniques, moins de stress, moins de fatigue. C'est vraiment fabuleux avec cette nouvelle organisation, vous l'entendrez. Mais de quelle organisation parle-t-on? Car dans la réalité, la semaine de 4 jours, comme toute proposition de changement, n'est pas exempte de critiques. Il est important de ne pas se tromper en pensant que la semaine de 4 jours agira comme une baguette magique et résoudra les problèmes de chômage, de qualité de vie au travail et de burn-out. Lorsque je jette un coup d'œil dans le passé, il n'y a rien de nouveau. Danone, ainsi que les entreprises Brioche Pasquier, Fleury Michon, tous fervents défenseurs de la semaine de 4 jours, estimaient déjà 20 ans auparavant que cette réduction du temps de travail permettrait de créer de nouveaux emplois, de réduire le chômage et d'améliorer la qualité de vie des travailleurs. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'en 1996, la loi Robien est entrée en vigueur, permettant aux entreprises de passer à 32 heures de travail sur 4 jours en échange d'une exonération des cotisations chômage, mais avec l'obligation de recruter 10% des salariés en contrat à durée indéterminée. Bon, sans surprise, on a bien compris que cette mesure n'a pas suffi à réduire le chômage et à améliorer le quotidien des travailleurs. Et encore plus loin, en arrière, l'histoire nous apprend que ce concept n'est pas révolutionnaire. En effet, c'est en 1926 qu'Henry Ford a décidé de passer à la semaine de 5 jours de travail au lieu de 6 et de 8 heures de travail par jour au lieu de 9, sans diminution de salaire. Les patrons de l'époque étaient plus qu'étonnés, car ils n'avaient jamais entendu parler d'une telle idée. Ford avait 2 bonnes raisons pour justifier cette décision. La première était que les employés revenaient plus reposés, plus efficaces après 2 jours de repos. Donc, idem pour la semaine de 4 jours, mais après 3 jours de repos. La deuxième raison était que les travailleurs, ayant plus de temps libre, consommeraient plus de biens, ce qui conduirait à une augmentation des profits. Quand les patrons ont exprimé leur inquiétude quant à la faisabilité de cette idée, Ford leur a répondu « Si l'objectif est de produire plus en 5 jours que ce que nous produisons en 6, alors le management trouvera un moyen d'y parvenir. » Bien joué, Henri. La raison de l'attrait des employeurs pour la semaine de 4 jours est exactement qu'ils ont bien appris ta leçon. Savez-vous que la raison principale pour laquelle... Merci.
Savez-vous que la raison principale pour laquelle elle fonctionne si bien, c'est qu'elle n'est pas seulement une méthode, mais plutôt le résultat d'une organisation repensée. Pour le dire autrement, c'est comme pour la réforme des retraites. C'est en réalité une réforme du marché du travail. Est-ce la solution pour travailler plus longtemps jusqu'à 64 ans? On se pose la question. Comme l'a dit Henry Ford en 1926, 2 choses ont permis l'adoption de la semaine de 5 jours. Les avancées technologiques et l'amour des Américains pour les loisirs. Et maintenant, un siècle plus tard, on a la même chose en France. Une intelligence artificielle remplaçant le salarié et un rapport au travail différent après le Covid. Donc, l'idée d'un corps reposé pour un esprit apaisé est sans aucun doute l'une des principales vertus qu'on voudrait nous faire croire par l'octroi de 47 jours de repos supplémentaires par an. Mais il ne faudrait pas couper court à 2 phénomènes qui s'amplifient. Celui de devoir glisser dans ses heures de repos des tâches professionnelles et de basculer vers du temps passé le week-end ou en soirée à préparer des réunions ou rattraper des emails que l'on n'aurait pas vus, que l'on n'aurait pas parvenu à traiter aux heures officielles de travail pour les uns. Et pour les autres, celui de devoir trouver un autre emploi et travailler pendant ce week-end de 3 jours pour compléter le salaire qui ne suffit pas, car le maintien de la continuité de service nécessite de développer la polyvalence, notion qui déqualifie les emplois et nivelle les rémunérations vers le bas. De son côté, l'employeur voit l'opportunité d'obtenir de la part de chaque salarié qu'il réalise 100% de son travail en 4 jours, avec un maintien de la continuité de service et de la productivité. Cette condition non négociable est l'opportunité d'introduire la notion de pilotage uniquement par les résultats et sans souci des règles. Est-ce que l'organisation sera à l'image des call centers? Vous savez, ces espaces de travail où il faut juste appuyer sur un bouton rouge et attendre que la lumière soit verte pour aller aux toilettes ou boire de l'eau. Car bien évidemment, mes amis, la chasse au temps sera de mise. Et la condition incontournable pour que cela marche, le maintien de la productivité, je vous le rappelle. En somme, puisque le salaire ne change pas, l'impact sur les résultats de l'entreprise ne doit pas changer non plus. Il est donc inéluctable que les employés soient soumis à une pression accrue pour terminer leur travail en un temps plus court, ce qui causera inévitablement du stress et de l'anxiété supplémentaire, des risques musculo-squelettiques, un accroissement des maladies professionnelles. La chasse aux distractions, aux échanges autres que professionnels seront de mise et toutes les interruptions seront bannies pour renforcer la concentration. S'organiser pour traiter en 4 jours ce qui était fait en 5 nécessite de se recentrer sur l'optimisation de la productivité en éradiquant tous les parasites qui freinent la productivité car inutilement chronophages et coûtent plus qu'ils ne rapportent. En ce sens, le syndicalisme, déjà maintes fois décrié, sera une fois de plus mis de côté et relayé à des fonctions d'utopie inutiles. Certains secteurs, tels que les services, ont besoin d'un personnel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui peut rendre difficile la mise en place d'un modèle de travail en 4 jours. À l'heure où nous sommes en pénurie de main-d'œuvre, qu'en sera-t-il de cette nouvelle catégorie d'exclus de la semaine de 4 jours ? Cette semaine de 4 jours amplifiera ce sentiment d'iniquité en fonction du secteur d'activité, comme c'est déjà le cas pour le télétravail, inapplicable dans certains métiers des services. Cet amendement est par conséquent l'occasion de légitimer le caractère volontaire de participer à ce processus en prenant, au travers de la négociation collective dans l'entreprise, l'ensemble des contraintes des parties prenantes en fonction de leurs contraintes économiques, organisationnelles et des attentes des uns et des autres. Il reste 1 minute. Nous demandons que ce volet soit négocié au sein de chaque entreprise et non en branche, comme ça a été le cas pour les 35 heures. En conclusion, la semaine de 4 jours est un outil qui est multiforme, 32 heures payées 35 ou 39, et attention au langage édulcoré de l'ultralibéralisme mondain qui, sous de faux airs d'avancée sociale, cache un discours bien rodé présentant, je cite, un système plus souple à durée constante ou faible. En d'autres termes, et comprenez bien, est-ce que l'annualisation du temps de travail via des accords de performance collective sera introduite ?
Je vous rappelle ce que c'est un APC. C'est un outil de flexibilité, car souple et rapide, qui permet aux employeurs de modifier, sous réserve d'un accord majoritaire, des éléments du contrat comme le temps de travail, la rémunération, les conditions de mobilité. Il n'y a aucune obligation de publicité, donc super confidentielle. Dans ce contexte, nous pointons les éventuelles dérives d'un système non pensé en entreprise au plus près de chacun. Et comme chaque question mérite une réponse, nous avons pris la parole pour exprimer le point de vue soulevé par nos sections. Comment gérer les cadres travaillant selon un forfait jour dans un emploi du temps de 4 jours? Que deviendront les travailleurs à temps partiel? Seront-ils remplacés par des auto-entrepreneurs? Avant de se lancer tête baissée, il est primordial de prendre le temps de réfléchir. Cette scène du Congrès est un lieu de liberté où les normes volent en éclats, où les clichés sont pulvérisés. De votre place, je vous invite à vous exprimer en faveur de l'amendement HTR, qui est le suivant. On se le rappelle, la CFDT Service ne voit pas la semaine de 4 jours comme une solution. Merci. Merci Zinab. Non mais... Merci au syndicat Hôtellerie Tourisme Restauration. J'appelle le syndicat des services Sombresco à la tribune pour contrer l'amendement. Chers congrétistes, la semaine de 4 jours consiste à organiser le temps hebdomadaire des travailleurs afin qu'ils n'effectuent que 4 jours au lieu de 5, sans perte de salaire. À ce titre, ils peuvent bénéficier de 3 jours de repos par semaine, week-end inclus selon le secteur d'activité. En 1996, la loi Robien rendait possible la semaine de 4 jours uniquement en proposant de passer à 32 heures hebdomadaires à condition de recruter au moins 10% de travailleurs en CDI. Depuis, la loi Aubry sur les 35 heures est venue changer cela. Malgré tout, il est possible de mettre en place la semaine de 4 jours dans les entreprises françaises. Selon un sondage du Point de mars 2023, 63% des Français se disent favorables à une concentration du temps de travail sur 4 jours. De manière plus précise, ils sont favorables 68% des ouvriers, 71% des employés et 64% dans l'encadrement. Il y a dans ce dispositif des points positifs qu'il nous faut souligner. L'amélioration de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, garantir une bonne qualité de travail, fidéliser les travailleurs et donner un attrait au recrutement. Faire un trajet en moins hebdomadaire qui garantit un gain de pouvoir d'achat. Enfin, avoir une meilleure gestion des emplois du temps et donc s'épanouir au travail. Il peut également y avoir des points plus sensibles pour les travailleurs, tels que l'histoire de la charge de travail sur la journée de 8 heures, les salariés au forfait jour avec la même charge de travail à effectuer de 5 jours à 4 jours. Il faut aujourd'hui voir la semaine de 4 jours comme un progrès social dans une démarche de co-construction et d'un dialogue social enrichissant dans l'intérêt des travailleurs. L'organisation du travail évolue et se déstructure avec de nombreux dispositifs qui aboutissent à ce que les salariés puissent, en accord avec l'employeur, travailler selon leur propre organisation, notamment depuis le Covid, avec une vision du travail différente. Il est aujourd'hui bon de passer du temps en famille, prendre du temps pour soi ou pour avoir des activités personnelles. Dans certains secteurs en tension, le rapport de force est clairement inversé, où maintenant c'est le candidat au poste qui vient avec ses conditions, salaire, télétravail, conditions de travail. Désormais, la rémunération n'est plus le sujet central du contrat de travail. Les sujets tels que le télétravail, les RTT ou encore la semaine de 4 jours sont des thèmes sur lesquels l'employeur doit pouvoir répondre afin de rester compétitif dans son recrutement sur le marché du travail. Mais l'intérêt également pour l'entreprise est de fidéliser ses propres travailleurs appelés talents, d'où l'utilité de mettre en place des dispositifs attractifs.
Il y a bien évidemment derrière ce dispositif des mesures qui doivent se négocier au mieux pour les travailleurs et au plus près de la réalité structurelle de l'entreprise ou de l'établissement. Dans les entreprises qui ont fait le choix de mettre en place ce dispositif, il y a le temps hebdomadaire de 35 heures à effectuer sur 4 jours ou la semaine de 4 jours à 32 heures payée 35 heures. Un tel dispositif permettrait aux femmes, qui sont majoritairement celles qui travaillent en temps partiel, d'être rémunérées à 100% si la semaine de 32 heures était payée à 35 heures. Il y a eu hier la mise en place massive du télétravail et pourquoi pas demain, la semaine de 4 jours dans les secteurs où il est possible. À ce titre, la Fédération des services se doit de voir cette évolution d'organisation comme une réelle avancée et opportunité pour les travailleurs. Cela en prenant les mesures et dispositifs nécessaires dans l'accompagnement de ces collectifs lorsqu'il est possible et au besoin des militants d'être acteurs dans la négociation d'accords de mise en place de cette semaine de 4 jours. Il faut, pourquoi pas, même adapter ce dispositif au volontariat selon les aspirations des travailleurs qui auraient ou non l'utilité de travailler sur 4 jours. Ceux qui ont des enfants en bas âge, ceux qui habitent loin, ou bien ceux dont la charge de famille nécessite une journée de plus par semaine. Si la charge de travail sur un poste est difficile, pourquoi pas faire tourner les postes de manière où il serait possible à avoir un équilibre dans la charge de travail journalière. Il est possible, comme dans beaucoup d'entreprises, de mettre en place cette semaine à 4 jours sous forme de tests avec des volontaires pour voir quel enseignement en tirer et ensuite à améliorer. Donnons-nous cette chance, collectivement, d'être force de proposition et de construire un nouveau monde de vie au travail et en dehors dans l'intérêt des travailleurs de nos champs professionnels qui ont tant œuvré ces dernières années. Par les éléments cités précédemment, je vous invite à voter contre l'amendement du syndicat UTR. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le syndicat des services Sambresco et j'appelle Aurélie Flissard pour donner la position du bureau fédéral. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'avant-projet de résolution, nous écrivons au 2.1.2, comme c'est écrit d'ailleurs juste sous vos yeux, la CFDT Service voit la semaine de 4 jours comme une solution qui doit passer le stade de l'expérimentation et être portée par les équipes CFDT pour que sa mise en place soit rendue possible là où le modèle de l'entreprise le permet. Cela sera également rendu possible au sein des branches. Et juste au-dessus, le 2.1.1 rappelle qu'il apparaît comme indispensable de repenser le temps et l'organisation du travail en réponse aux nouvelles contraintes, enjeux sociétaux, environnementaux et conjoncturels. Le syndicat HTR, visiblement, ne voit pas la semaine de 4 jours comme une solution, alors rentrons dans le débat. La semaine de 4 jours est un sujet qui a émergé dans nos secteurs à la sortie de la crise Covid, moment où le monde du travail était en plein questionnement et son modèle remis en question, comme nous le rappelait d'ailleurs hier Denis Maillard. La Fédération s'en est saisie rapidement pour en comprendre ses enjeux et voir si c'était une réelle opportunité pour les travailleuses et les travailleurs. Sujet complexe donc, que celui de la semaine de 4 jours comme mode d'organisation du travail. Mais, à la CFDT, nous n'avons pas peur face à la complexité. La semaine de 4 jours est une opportunité pour saisir concrètement la question de l'organisation du travail et pour aller vers une réelle amélioration des conditions de travail. Il ne peut y avoir de semaine de 4 jours type qui s'imposerait à toutes et tous dans toutes les entreprises. Il y aura des semaines de 4 jours en fonction des réalités des entreprises et des aspirations des salariés. Ouvrir des discussions dans l'ensemble de nos champs professionnels, dans les branches et dans les entreprises, là où il y a une volonté partagée sur la semaine de 4 jours,
Partir du réel. Voilà la perspective devant nous. Sans volonté commune, sans discussion et sans accord, c'est l'échec assuré. L'idée, soyons très clairs, ce n'est pas d'imposer la semaine de 4 jours comme un totem, mais d'ajouter une revendication de plus à notre palette. La semaine de 4 jours peut être, pour la Fédération des services, une nouvelle conquête sociale répondant aux attentes des travailleuses et des travailleurs. La conditionner uniquement à une réduction du temps de travail, comme le souhaite le syndicat HTR, c'est prendre le risque qu'elle ne voit pas le jour du tout. La Fédération des services ne défend certainement pas une semaine de 4 jours non encadrée et sans garde-fou. De grands principes doivent être respectés. Passer par un accord d'entreprise ou de branche qui traite de l'organisation du travail. Tester la nouvelle organisation du travail par une expérimentation préalable. Permettre la réversibilité pour les salariés. Garantir l'équilibre entre le choix dans les plannings et de l'équité. Regardons factuellement les choses. La semaine de 4 jours peut être une avancée pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Une revanche, en quelque sorte. Pour les parents de jeunes enfants qui n'ont pas accès au mode de garde. Pour les salariés qui ont des journées hachées, à rallonge. Pour les salariés de très petites entreprises. Pour les femmes qui subissent les temps partiels éclatés sur 5 jours. Notre boussole est et restera l'amélioration des conditions de travail des salariés et le respect de leurs attentes. Partageons quelques réussites concrètes d'entreprise. LDLC a ouvert la voie dans le secteur du commerce. Aujourd'hui, ce sont Auchan, Decathlon, Castorama qui sont en train de peaufiner leur accord en passant par une phase d'expérimentation. Dans la restauration, 7 salariés sur 10 souhaitent l'adopter et les patrons de petites structures y voient un réel intérêt pour garder un effectif stable. Le célèbre chef Florian Laden, lui, a déjà adopté la semaine de 4 jours depuis 2020. Dans l'hôtellerie, certaines grandes enseignes comme Hilton souhaitent aussi mettre en place ce dispositif, mais à condition, cette fois, qu'un accord de branche soit conclu au préalable. Dans le tourisme, c'est l'enseigne Vacances Bleues qui a mis en place la semaine de 4 jours en test pour le personnel de cuisine et de salle, sans réduction du temps de travail. Dans le secteur HCR, il apparaît clairement que la semaine de 4 jours permet de réduire les fortes amplitudes liées aux coupures, temps contraints et subis par les salariés. Dans la coiffure, certains salons ont aussi mis en place la semaine de 4 jours, sans réduction du temps de travail, avec une 6e semaine de congés payés. Dans le notariat aussi, l'idée fait son chemin, puisqu'un cabinet en Auvergne-Rhône-Alpes permet désormais aux salariés de faire 35 heures sur 4 jours. Ce bref échantillon pour démontrer que des entreprises ont déjà franchi le cap des 4 jours, avec différentes modalités. Il sera de notre responsabilité d'accompagner les secteurs, comme la propreté, la prévention, sécurité, les services aux particuliers, bref, tous les autres, à trouver la bonne formule pour que les journées ne soient pas hachées ni subies. Aujourd'hui, c'est un constat objectif. La semaine de 4 jours permet de réduire les difficultés de recrutement dans nos secteurs, fortement touchés par les problèmes d'attractivité à cause des faibles rémunérations, d'horaires fractionnés ou atypiques et aux conditions de travail pénibles. Les experts le disent, la semaine de 4 jours pour permettre un meilleur équilibre vie pro, vie perso, elle offre du temps libre, réduit le temps passé dans les transports pour se rendre au travail. C'est moins de fatigue liée au trajet domicile-travail qui sont à rallonge pour les salariés de nos secteurs qui vivent bien souvent éloignés de leur lieu de travail et c'est par conséquent aussi moins d'accidents de trajet. La semaine de 4 jours, c'est aussi un levier de transition écologique. Et oui, 4 jours de travail et non 5, c'est moins de déplacements, moins de frais généraux, des économies d'énergie, etc. Pour conclure, parler semaine des 4 jours, c'est avant tout parler organisation du travail et conditions de travail. Laissons les équipes négocier, faisons leur confiance et nous les accompagnerons, bien évidemment. Alors, même si nous sommes au Havre et non à Alençon, nous saurons faire de la dentelle sur ce sujet de la semaine des 4 jours. Merci. Ça change un peu du thème portuaire et maritime. Nous serons donc intransigeants sur l'intensification du travail et les tentatives de gel des rémunérations. Notre champ fédéral est régulier par la très grande diversité de son champ professionnel. Cette spécificité, c'est justement notre richesse, celle qui nous permet d'avoir un regard sur le monde à 360 degrés
et d'en connaître les moindres détails. Alors, pour expérimenter de nouvelles formes d'organisation de travail sur 4 jours, je vous demande de rejeter l'amendement du syndicat HTR et donc de voter contre. Merci de votre attention. Merci Aurélie. Nous allons donc pouvoir procéder au vote. Donc, je rappelle que c'est un vote électronique. Donc, j'appelle les porteurs de mandat à se munir de leur smartphone et à se connecter. Je rappelle également que le temps de vote est fixé à 4 minutes. Tout le monde est prêt? J'appelle également les scrutateurs à se mettre en place. Les scrutateurs sont en place? Oui. Ils sont... Donc, je vais pouvoir annoncer que le vote est ouvert. Il reste 1 minute. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à faire des grands signes parce qu'on ne vous voit pas tellement à cause des lumières. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Never that good.
15 secondes. Je déclare donc que le vote est clos. Voilà donc les votes sur le premier amendement. Pour 1037 voix, 44,89% et contre 1273, 55,11%. L'amendement est donc rejeté. Merci. Nous allons pouvoir donc passer à l'amendement numéro 2, qui est proposé par le syndicat Ariège-Gascogne Midi-Toulousain sur l'article 2.1.10, sur le thème lié à la mise en place d'instances représentatives chez les franchises. Donc, je vais vous lire l'amendement d'origine. Revendiquer plus de dialogue social dans les négociations des CSE, mobilisation autour de l'axe revendicatif portant sur la proximité en fonction de la structure et des besoins, CSSCT, présence ou heure pour les suppléants, représentants de proximité. Donc la proposition de modification, c'est l'ajout d'un article 2.1.10.2, revendiquer la mise en place d'instances représentatives chez les franchiseurs pour la reconnaissance d'UES pour l'ensemble des sociétés franchisées afin d'obtenir de nouveaux droits pour les salariés. Donc, je vais appeler le syndicat HMT à la tribune pour défendre l'amendement qui est déjà là. Parfait. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Le Havre. Tout d'abord et en premier lieu, nous souhaitons remercier le syndicat Haute-Normandie pour l'organisation de ce congrès, Olivier Guivarch pour ses 7 ans de mandat en tant que secrétaire général et ses 13 ans, pratiquement 14, au sein de la CFDT Service, Laurent Berger pour tout ce qu'il a pu amener et transmettre au sein de la CFDT. Mais surtout, nous souhaitons féliciter et soutenir Marie-Lise Léon, ici présente, pour ses nouvelles fonctions et secrétaire générale de la CFDT. Merci donc de les applaudir chaleureusement. Je rentre dans le vif du sujet. Pour nous, syndicat des services Ariège-Gascogne Midi-Toulousain, revendiquer la mise en place d'instances représentatives chez les franchiseurs pour la reconnaissance d'unités économiques sociales, dit UES, pour l'ensemble des sociétés franchisées est une nécessité afin d'obtenir de nouveaux droits pour ses salariés. Merci. Commençons tout d'abord par un rappel et un focus sur ce qui existe en termes de modèles. De mémoire de CFDTiste, Olivier Guivarch avait déjà cherché un statut protecteur pour ces modèles de location-gérance. Une franchise, c'est quoi? Un franchisé est propriétaire des biens qu'il distribue et verse une redevance à l'enseigne. Celle-ci transmet un savoir-faire et un devoir d'assistance aux franchisés. L'enseigne fournit la marchandise. Un exemple en Occitanie, McDo, 120 franchisés. La location-gérance, l'enseigne reste propriétaire du fonds de commerce. Le locataire est indépendant qui, par contrat, gère ce fonds de commerce à ses risques et périls pour une durée provisoire et verse un loyer au loueur. C'est en général une étape vers la franchise. La commission d'affiliation. L'enseigne reste propriétaire du stock. L'affilié n'est que distributeur et touche une commission proportionnelle. Il n'y a pas d'obligation
d'assistance. Aujourd'hui, le secteur représente plus de 84 000 franchisés pour un CA de 76 milliards. Les secteurs les plus représentés sont, en premier, l'alimentaire, en deuxième, l'équipement de la maison, en troisième, les commerces divers, en quatrième, la restauration rapide, et enfin en cinquième, l'équipement de la personne. Le nombre d'emplois directs ou indirects représente plus de 770 000 salariés. Pour ces 3 modèles de gestion, l'entreprise reprend l'activité, mais aussi les effectifs, ce qui ne signifie pas que les conditions de travail restent identiques. C'est donc pour eux qu'il faut que la CFDT aille créer des droits à travers la mise en place d'UES. Alors vous allez me dire, comment faire reconnaître une unité économique sociale? Mettons nos forces en commun pour identifier sur nos territoires les masters franchises, ces franchiseurs qui possèdent plusieurs magasins. Aujourd'hui, notre but à tous est d'aller chercher des droits à tous ces salariés de ces magasins franchisés pour une création de CSE, un suivi d'économie précis, afin d'anticiper toute évolution. Nous sommes tous d'accord, à la CFDT, nous protégeons tous les salariés. Et je dis donc, merci. Et je dis donc à nos détracteurs qui verraient un danger de représentativité des unités économiques sociales déjà existantes que nous sommes les premiers et nous n'avons peur de rien car nous croyons en nos forces et nos valeurs. Soyons solidaires. Et je finirai, c'est pour toutes ces raisons que nous vous invitons à voter massivement pour cet amendement qui changera la vie des salariés. Merci. Merci pour votre écoute. Bonne fin de congrès. Merci au syndicat GMT. Maintenant, j'appelle le syndicat des services Loire-Haute-Loire à la tribune pour contrer l'amendement. Bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chers collègues, sur le sujet de l'Union économique et sociale, nous allons contrer l'amendement du syndicat AGMT en faisant un focus sur le secteur de la grande distribution. Vous le verrez, c'est assez effarant. Comme vous le savez, le monde de la grande distribution est en plein essor. Ce modèle est moderne, inscrit dans l'air du temps. Les salariés de ce secteur font partie des privilégiés du monde du travail. Les acteurs principaux de la grande distribution que sont Lidl, Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché et j'en passe sont des modèles de dialogue social et toujours attachés à donner de nouveaux droits à leurs collaborateurs. Oui. On entend aujourd'hui que la grande distribution est en pleine mutation. La franchise serait l'avenir. Le grand patronat de cette corporation, tels que messieurs Leclerc, Biérot, Bompard, Naori, la famille Muliez, sont bien connus pour être des mécènes attachés à la rémunération de leurs salariés et innovateurs en matière de droits sociaux. Ils se lancent à tour de rôle dans cette belle aventure sociale qu'est la franchise. Enfin, pour ceux qui auront la chance de survivre dans l'avenir. Alors devons-nous, nous aussi, nous adapter à notre époque et penser rentabilité, profit, intérêt de ce pauvre patronat de la grande distribution qui souffre aujourd'hui d'un marché de plus en plus concurrentiel et qui les oblige à franchiser leurs enseignes pour leur permettre de survivre dans ce monde de brutes. Le syndicat AGMT propose de revendiquer la mise en place d'instances représentatives chez les franchiseurs par la reconnaissance d'unions économiques et sociales pour l'ensemble des sociétés franchisées afin d'obtenir de nouveaux droits pour les salariés. L'US est un frein évident à la vision réformiste des patrons de la grande distribution,
Cette pratique, si elle devait être étendue, obligerait ces enseignes à instaurer des représentants du personnel dans ces franchises, la franchise qui est la vision libertaire du droit social et de la rémunération. Les représentants du personnel qui devenaient inexistants dans le cadre de la franchise pourraient, grâce à l'UES, revendiquer et obtenir des droits pour les salariés. Vous l'avez compris, chers collègues, c'est avec beaucoup d'ironie que j'ai dépeint le tableau social de la grande distribution. Toutes celles et ceux qui travaillent pour ce secteur savent la difficulté de sauvegarder leurs acquis sociaux à l'heure où la franchise tend à se répandre dans le paysage de la grande distribution française. Alors si la CFDT devait conquérir de nouveaux droits et adopter de nouvelles pratiques sur ce secteur, cette reconnaissance serait certainement un levier majeur de développement des sections syndicales et d'accompagnement des salariés. Évidemment, les syndicats seuls ne pourraient pas y parvenir sans une méthodologie et une synergie commune impulsée par notre fédération. En conclusion, dans un secteur de plus en plus concurrentiel, avec des salariés qui deviennent la variable d'ajustement économique des franchiseurs, on imagine et on rêve des résultats que nous pourrions obtenir si nous devions revendiquer la reconnaissance du US pour l'ensemble des sociétés franchisées. Merci. Merci au syndicat des services Loire-Haute-Loire et j'appelle donc maintenant Stéphanie Dayan pour donner la position du bureau fédéral. Bonjour à tous. Vous avez donc pris connaissance de l'amendement que propose le syndicat des services Ariège, Gascogne, Midi, Toulousain. Donc la CFDT a pour raison d'être d'organiser les travailleurs pour qu'ils pèsent dans le rapport de force. Le modèle de la franchise est une réalité économique. Nous ne devons pas nous adapter à cette réalité en l'acceptant telle qu'elle, mais adapter nos pratiques syndicales, nos revendications et le droit social pour transformer cette réalité. Le syndicat AGMT nous propose d'intégrer cet amendement dans la mesure où l'avant-projet de résolution passait plus ou moins sous silence la question des entreprises qui franchisent et des entreprises qui sont sous franchise. Cet apport est donc tout à fait salutaire et il serait dommage de ne pas l'intégrer dans notre résolution. En effet, nous avons été tous confrontés à des pratiques légales, certes, mais socialement déplorables, qui consistent pour un chef d'entreprise à créer plusieurs sociétés, des SARL le plus souvent, afin d'éviter l'obligation d'organiser des IRP. La réponse syndicale qui est connue de tous, l'unité économique et sociale. Une intervention syndicale simple dans sa formulation et compliquée dans sa réalisation et souvent difficile à porter par les militants des établissements concernés. Je ne vais pas détailler ici nos multiples expériences passées, positives et négatives, mais je tiens à vous donner quelques exemples. Le groupe Sigor de la famille Gors, le groupe emploie 1200 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros. Il possède 43 espaces de restauration, 28 hôtels, 23 aires de services autoroutières. C'est un véritable jeu de piste, car il s'agit de tout un univers de toutes petites sociétés dans la restauration autoroutière et de l'hôtellerie qui est composée de moins de 10 salariés la plupart du temps. La fédération travaille toujours sur le dossier. Le groupe Utopia, 46 campings, 6 villages forestiers, 140 millions de chiffre d'affaires, dont le projet est de faire de leur enseigne l'entreprise de référence sur le secteur de l'écotourisme, n'affiche que 2 salariés, alors que le site de l'entreprise indique 1700 salariés, dont 700 permanents qui sont en fait des CDI, puisque l'entreprise emploie essentiellement des saisonniers. C'est un groupe qui est présent dans 8 pays, qui s'est vu décerner le prix de l'environnement aux Assises du tourisme, le prix de l'entreprise innovante, et qui est lauréat des premiers trophées du tourisme durable. Mais alors, au niveau social, on n'a rien. On peut multiplier les exemples dans le commerce de grandes surfaces spécialisées, alimentaire et non alimentaire, la restauration thématique, le tourisme, etc. Nous avons beaucoup de travail à faire. Il nous faut identifier les propriétaires, les actionnaires principaux. Il faut décortiquer les organigrammes et repérer les flux financiers. C'est compliqué et ça ne suffit pas.
Si la franchise existe, c'est parce qu'il y a une entreprise qui franchise. Si une entreprise franchise, c'est parce qu'elle a une marque à vendre. Si elle a une marque à vendre, elle a une image de marque à défendre. Alors mettons la pression sur les entreprises qui détiennent les marques. Bien souvent, les dirigeants de ces entreprises se cachent derrière le droit commercial. Nous ne sommes pas responsables de la politique sociale des entreprises indépendantes qui payent une franchise. Soit, mais rien n'empêche les entreprises propriétaires d'un réseau de franchise d'exiger un haut niveau de dialogue social et d'accepter la mise en place d'IRP. Car nous savons ce qui se passe quand un établissement quitte le giron d'une grande entreprise et se retrouve sous franchise. Il arrive que cela se produise à grande échelle. Par exemple, au sein du groupe Accor, dans le groupe du Louvre Hôtel, qui regroupe les marques Kyriade, Première Classe, Campanile, Royal Tulip, McDonald's, ou dans le groupe Carrefour. Celui-ci, le groupe Carrefour, a franchisé 64 hypermarchés en 5 ans et 204 supermarchés. 80% des supermarchés sont désormais en franchise ou en location-gérance. Certains repreneurs possèdent des hyper et des super et transfèrent même parfois des marchandises et des salariés de l'un à l'autre, tout en gardant des sociétés distinctes. D'ailleurs, le groupe La Belle Vie, qui est un groupe de franchise marocain, a repris 5 hypermarchés Carrefour en France et créé autant de sociétés soi-disant indépendantes, alors que les ressources humaines sont centralisées. Le chef d'entreprise qui paie la franchise et qui doit respecter un certain nombre d'obligations économiques contraignantes se sert alors de quelques variables d'ajustement, celles que lui laisse l'entreprise franchiseuse, c'est-à-dire, on le sait tous, la compression des effectifs, de faibles augmentations de salaire, une moindre protection sociale, une participation aux bénéfices et des intéressements quasiment inexistants, voire nuls. Le résultat pour les salariés est désastreux, baisse du pouvoir d'achat et dégradation des conditions de travail. Cela crée aussi un vrai dumping social qui a des effets d'entraînement sur les autres entreprises, comme récemment pour Auchan, qui annonce désormais vouloir franchiser ses magasins, et le groupe Casino, qui cède des supermarchés à Intermarché. Pourtant, les salariés qui travaillent dans la même marque vivent un destin commun. Ils partagent la force de la marque et la font vivre tout autant. Et d'ailleurs, pour les clients, il n'y a pas de différence entre ces salariés. Si nous parvenons à tous les mobiliser comme le propose le syndicat AGMT, quelle que soit la forme de la mobilisation, nous pourrons faire reculer les inégalités entre salariés de grandes entreprises et salariés de petites entreprises. L'ambition de rassembler les salariés et de confronter leurs revendications, de faire vivre de la solidarité au-delà du périmètre de l'établissement, cette ambition-là est enthousiasmante. Approuver cet amendement, c'est donner un cap. Excusez-moi. Approuver cet amendement, c'est donner un cap aux responsables syndicaux et fédéraux et aux équipes d'entreprise pour trouver les moyens d'aboutir dans la mandature à la création d'une telle instance. Je suis perdue dans mes pages. Alors, je n'ai pas numéroté, je suis désolée, peut-être que... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, pourquoi refuser la création d'une instance de représentation commune au sein d'une marque pour plus de régulation, moins d'inégalités et plus de solidarité? L'avis du rapporteur est favorable, c'est pourquoi je vous invite à voter massivement pour. Merci Stéphanie. Donc nous allons, comme pour le premier amendement, procéder au vote. Donc maintenant, vous êtes venus tous des experts, donc on va aller assez vite, je pense. Donc vote électronique, je vous invite à vous connecter. Je vous laisse quand même quelques secondes pour vous connecter. Et je vais donc déclarer le vote ouvert.
my shit. Conversation based around just sex. Words at the tip of my tongue. Oh, baby, I'm born with this mighty sin. Tell me one thing I must forget. Think about the naked women in my bed. Lost at the tip of my mind. I'm born with this mighty sin. Walking around just talking my shit. Conversation based around just sex. Words at the tip of my tongue. Oh, baby, I'm born with this mighty sin. Tell me one thing I must forget. Think about the naked women in my bed. Lost at the tip of my mind. I need to be your lover. I need to be your king. I need to be your lover. I need to be your king. Il reste une minute. Zéro. Je déclare le vote clos. Et voici les résultats. Sans appel pour 2083, 93,07% et contre 155, 6,93%. L'amendement est donc adopté. Bravo. Avant la pause, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Donc, pour ce congrès, de la même manière que le fait la Confédération, nous avons convié quelques représentants d'organisations patronales avec lesquels nous avons réalisé des projets importants pendant ce mandat, afin qu'ils puissent entendre les débats. Ils seront présents ce jour ou demain. Nous vous demandons de leur faire un accueil chaleureux et respectueux. Donc nous aurons de la FEDESAP, la Fédération des services à la personne et de proximité, Amir Reza Toufigui. Je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui ou demain. De la FEPEM, Fédération des particuliers employeurs, Siegfried De Bruyne, Pierre-Olivier Rochenstein et Marie-Béatrice Levaux, qui sera présente demain. Et de la FESP, la Fédération du service aux particuliers, Catherine Lopez et Mehdi Tiboutine. Il nous a effectivement semblé important qu'ils puissent constater en personne comment fonctionne la démocratie à la CFDT. Donc nous leur souhaitons la bienvenue à notre congrès.
Une dernière petite info rapide avant la pause. Les jeunes de moins de 36 ans, donc, sont invités à faire une photo. Ah, bah ça a changé. Donc, il y a une photo ici, à la pause. Et ben voilà. Donc, je vous invite, les jeunes de moins de 36 ans, à venir faire une photo avec Marie-Lise à la pause qui donc est maintenant. Attention, je vous demande de revenir pour impérativement 16h40, très précise, afin de pouvoir écouter Marie-Lise Léon. Merci, bonne pause.